Bonjour à tous les cinévores de tout poil, ici la meuf en pyjama. Même si, toujours pour l'instant, vous ne verrez ni de meuf ni de pyjama. Aujourd'hui on parle des Éternels, de Chloé Zhao. C'était toujours pas le premier film dont je voulais parler, mais bon, à ce stade-là, on peut dire qu'on s'en fout. Mais avant d'aborder la critique de ce film, autant commencer par résumer tous les films Marvel précédents. Au tout début, il y a eu la mythologie grecque. Ces dieux, ces créatures fantasmagoriques, et ces hommes tout nus. Puis il y a eu Marvel Comics, qui a mené à la création des studios Marvel, d'où émergea son premier film, Iron Man, super-héros charismatique, prenant son rôle de sauveur très à cœur. Qui sera à l'origine de la formation des Avengers. Je soupçonne même certains d'être passés par la promotion canapé. Ce qui nous amènera à faire connaissance avec les Éternels. Bon, le résumé a l'air un peu décousu comme ça, mais je vous jure que tout ça est parfaitement logique. Nous sommes sur Terre il y a 7000 ans. Débarque un groupe d'êtres immortels, les Éternels, venant des confins de la galaxie et parlant parfaitement l'américain. Et le langage des signes modernes. Parce que bon, je ne parle pas le langage des signes, mais on est bien d'accord que ce signe-là, celui-là, en l'an 5000 avant Jésus-Christ, ça va pas parler à grand monde. Allez, faut y aller parce que là, pourquoi je fais ça moi? Chacun d'eux ont un pouvoir bien spécifique. Un qui peut voler et tirer des lasers avec ses yeux, une qui combat avec une épée et un bouclier, façon Amazon, une speedster, c'est-à-dire un personnage pouvant courir à une vitesse surhumaine, mais on a aussi un mec habillé en chauve-souris et dont le pouvoir est d'être riche. Je suis riche. Un mec qui respire sous l'eau et parle aux poissons. Et... non attendez, je me suis trompé de groupe. Etc, etc. Leur unique but, chasser et exterminer des monstres primitifs qui menacent l'espèce humaine. Les déviants. Aïe, aouh. Pas tapez-moi, ma blague se dit mieux dans ma tête. Une fois leur mission accomplie, eh bien... ils savent plus quoi faire. À part se regarder dans le blanc des yeux. Il y en a qui lisent des bouquins, d'autres font des live streams. Et à terme, ils finissent par se séparer. C'était sûr en fait! C'était sûr! Puis nous arrivons à notre époque moderne, où les Éternels sont de nouveau confrontés aux déviants. Oh, aïe, pitié, 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 promis juré, je ne refais plus cette blague. Ah, au secours! Le retour de ces super prédateurs force nos héros à reformer leur groupe. Et en essayant de résoudre le mystère entourant la résurgence de cette menace, ils apprendront qu'un danger encore plus grand les guette. Passons à la partie sans spoiler. Ce film est assez décevant. J'ai pas fini. Oui, je sais, j'ai tendance à torcher cette partie, mais là, pour une fois, j'ai envie de développer. J'en attendais pas grand chose, et c'est vrai que racler les fonds de tiroir pour ressortir un groupe dont tout le monde en a rien à foutre, et que personne ne connaît, ça n'aide pas. Est-ce une excuse pour expliquer son échec critique et commercial? Non. Les Gardiens de la Galaxie ont démontré que même un groupe de super-héros sortis de nulle part pouvait gagner en popularité. Est-ce qu'il y a trop de personnages dans ce film? Peut-être. On aura pu dégager plus de la moitié du casting sans problème, tellement qu'ils sont soit inintéressants avec eux, soit totalement sous-exploités. Mais c'est toujours pas une excuse. Il n'y a qu'à voir Aliens. T'es jamais arrivé qu'on te prenne pour un mec? Non. Et toi? Les 12 salopards ou les 7 mercenaires, l'original, hein, pas le remake, je ne vous ferai pas l'affront. Ces films ont une chier de personnages tout en les développant ou en les rendant réellement attachants ou marquants. On se retrouve avec un film de 2h36 qui réussit l'exploit de raconter tout et rien à la fois, sans pour autant parvenir à étoffer ses personnages et qui n'est pas du tout aidé par un scénario complètement mal branlé. Malgré une direction artistique franchement réussie, j'adore l'utilisation des astrolabes dans tous les symboles et pouvoirs que les Éternels utilisent, avec une mise en scène magnifique. On voit qu'une vraie réalisatrice est aux commandes, hein, n'est-ce pas John Watts? Petit enculé. La photographie est vraiment plate, très quelconque. Ce qui ne m'étonne pas, vu que le mec qui s'est chargé de la photographie est aussi responsable de la photographie de tout un tas de Marvel bien génériques. Donc aussi bien du côté narratif qu'esthétique, on se retrouve avec un film qui tente des choses, mais ne sait pas sur quel pied danser. Passons à la partie spoiler. Arishem, un céleste dont la démesure est ultra bien retranscrite. Je me sens toute petite là. Et dont on a pu voir quelques-uns de ses confrères dans les Gardiens de la Galaxie comme lui. Ou lui. Je suis d'essence céleste. Crée des êtres immortels aux capacités et physiques diverses, les Éternels, afin de lutter contre les déviants. Nous avons le surcraqué Icaris, incarné par un grand habitué du froid, le soldat de l'hiver. Non, pardon, Robb Stark. Aucun lien avec ce Stark-là. Qui est basiquement Superman et tiré du personnage mythologique Icare, même s'il n'a jamais tiré des rayons laser avec ses yeux, mais admettons. Nous avons ensuite Cersei, avec ses capacités de transmutation, incarnée par Gemma Chan, qui est passée du bleu au vert, dont le personnage est tiré de la fameuse sorcière Circé, de la mythologie grecque. On a Ajax. Mais je vais le prononcer à la française, donc Ajax, parce que sinon je serais tenté de faire cette mauvaise blague, mais je vais me retenir de toutes mes forces. Elle est incarnée par Salma Hayek, et son personnage est tiré d'Ajax, et expert
salle de bain. Et c'est presque pas une blague. Ajax est un héros grec surpuissant, et le produit ménager a choisi ce nom parce qu'Ajax est capable à lui tout seul de vaincre toute la Grèce. C'est vrai, ce n'est pas une plaisanterie. Rigolez s'il vous plaît. On a ensuite Phastos, le nerd du groupe, tiré d'Héphaïstos, le dieu de la forge et de l'innovation. Théna, capable de créer des armes pour se battre, incarnée par Angelina Pabel, qui est passée du mode nuit au mode jour. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. En passant, elle a piqué quelques moves à son ex-mari. Et c'est quoi cette manie de pas retenir les noms? C'était quand même pas dur de retenir Théna au lieu d'Athéna. Les mecs qui ont écrit les histoires étaient complètement bourrés. It's Athena. Athena. Just Athena. No A. Dad said you're the goddess Athena. Athena. Drop the A. Bonjour, moi c'est Gilgamesh. Bonjour Gilgamesh. Tu vois, c'était pas difficile. Non, pas tapez-moi, pas tapez-moi. On a aussi... Vous savez quoi? Franchement ça me saoule, donc je vais torcher le reste. On a Kingo qui fait piou piou piou. Hadouken! Gilgamesh qui fait pif. Makari qui fait Druig qui fait C'était sûr! et enfin Sprite. Hey, oui, mais je vous jure que je le fais pas exprès. Reine des illusions est prisonnière dans un corps d'enfant. D'ailleurs, c'est complètement con. C'est Arishem qui a créé les éternels, et lors de leur conception, le mec était mais complètement bourré. Ce mec, je l'ai trop bien fait. C'est trop abusé. Je pourrais le fabriquer en série pour lutter contre ces saloperies de déviants. Non, je vais tous les faire avec des pouvoirs différents. Et si je compilais tous leurs pouvoirs et que je donnais tous ces pouvoirs à chacun des éternels? Mais non, je suis con. C'est trop craqué. Faut énerver. J'ai envie qu'il galère un peu contre les déviants. Toi, t'as un corps d'enfant et tu ne grandiras jamais. Pourquoi? Parce que tout le monde sera doté d'une bonne audition, sauf toi. Tu seras sourd parce que je suis un gros enculé. Toi, tu pourras contrôler mentalement les humains, mais pas les déviants. Donc en gros, contre eux, tu ne serviras à rien. Tu te démerdes. Ça n'a aucun sens, putain. Tout ce beau monde débarque sur Terre 7000 ans avant notre ère. Avec toute leur puissance et vitesse, les mecs mettent 6500 ans pour se débarrasser de tous les déviants. Pour l'efficacité, on repassera. Ils ont pour ordre de ne pas interférer dans les conflits humains, ce qui ne les empêche pas de les aider technologiquement. Technologie qui de toute manière contribuera irrémédiablement au conflit humain. C'est complètement débile. Comme le montre Phastos avec la bombe nucléaire. D'ailleurs, avancer technologique qu'il ne faut pas faire évoluer trop vite parce que ta gueule. La raison de laisser des conflits humains? Parce que ça leur permet de faire des avancées primordiales dans le domaine médical. Quand on sait quel est le but ultime de l'intervention des éternels, ça rend la justification encore plus tarte. L'objectif caché des éternels est de laisser prospérer les humains afin que leur nombre puisse se nourrir énergétiquement le céleste implanté au centre de la Terre. Tiamut. Référence à Tiamat, la déesse mésopotamienne. Mais perso, le seul Tiamat qui m'est traumatisé, c'est cette saloperie dans Donjons et Dragons. Pour qu'une fois qu'il émerge en annihilant la Terre, il puisse créer une nouvelle galaxie. Donc ça vous dit pas d'empêcher les guerres pour éviter des millions de morts inutiles? Et pour l'avancée musicale, vous avez littéralement un ingénieur qui peut leur apporter ça sur un plateau d'argent. Et les événements majeurs comme Loki et les Chitauri qui débarquent à New York? Rien à foutre. Ultron qui veut transformer la Sokovie en météorite pour anéantir la Terre? Thanos qui contrarie littéralement le plan d'Arishem en éliminant la moitié de l'univers? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et Ego, un autre céleste qui compte éradiquer l'univers uniquement pour sa gueule? Je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Nous arrivons à notre époque actuelle, où on apprend que Cersei a rompu depuis un siècle avec Ikaris, vit en coloc avec Sprite, et qu'elle se tape maintenant un autre habitué du froid, Jon Snow, alias Dane Whitman. I love you, Cersei. Attends, c'est quel épisode de Game of Thrones ça? J'en connais une qui va tellement lui passer un savon à la maison. Un déviant un peu plus balèze que d'habitude débarque. Mais heureusement que Winter is coming. Non, pardon, c'est pas Winter Soldier. Mais Ikaris, je les confonds toujours. L'occasion pour de chaleureuses retrouvailles. Alors bâtard, toujours à jouer les simps avec ta reine? Au moins je suis pas mort dans un mariage, moi. Du coup, Cersei révèle la vérité à Dane sur ce qu'elle est et sur les éternels. I'm just still getting over the fact you're not a wizard. I was hoping you could change me into a giraffe. C'est quoi cette blague complètement random? Tu voulais ressembler à Kaku dans One Piece? Tout en essayant de justifier maladroitement le scénario. Pourquoi vous étiez pas là pour Ultron? Parce qu'on n'existait pas encore dans le MCU. Et tu comprends? Rajouter des persos dans la timeline, c'est de plus en plus difficile. Oui, mais les fans avaient trouvé de bonnes théories, comme par exemple, vous étiez endormi jusqu'à aujourd'hui, ou vous avez perdu la mémoire jusqu'au retour des déviants. Non, mais tu sais, les fans, à part leur faire croire qu'ils sont intelligents pour pouvoir prendre leur sous. Et Thanos qui a snappé la moitié de l'univers. Non, mais tu sais, on se mêle pas des conflits humains. Mais il est pas humain, Thanos. En plus, il a des gènes de déviants
Evian. Non mais tu ne sais rien, Jon Snow. Qui ça? Cersei, Sprite et Icaris tentent de réunir les autres éternels. Ils découvrent la mort d'Ajak, retrouvent Kingo, perdu dans un cliché de Bollywood. L'acteur s'est tellement buffé que pendant la danse, qu'il l'exécute bien malgré tout, il a l'air tellement raide. Le mec s'est musclé pour ce rôle et on n'a même pas droit à une scène topless. Quel gâchis. On gagne en passant Karun, un comic relief qui sert de multicam. Il retrouve ensuite Gilgamesh et Tena. Arishem révèle à Cersei son plan qui pourrait légèrement contrarier la planète entière. Puis il retrouve Druig. Un combat s'engage contre les déviants et on perd Gilgamesh. Il retrouve Phastos, ce qui nous permet d'apprendre que les comic books d'ici existent dans l'univers Marvel. He is Superman. You were with the cape and you were shooting laser beams out of your eyes. I don't wear a cape. Pas de cap. Ils se rendent dans leur vaisseau, le Domo, avec Makkari à l'intérieur, qui doit souffrir d'un début de syndrome de Diogène à force de voir qu'elle accumule du bordel dedans. On a un flashback nous montrant qu'Ajak se décide enfin à intervenir pour empêcher l'émergence, sachant qu'elle hésitait déjà à obéir à Arishem en 575 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que cette grognasse a mis près de 2600 ans à se décider pour sauver l'humanité, d'autant qu'elle savait qu'il ne restait plus que 7 jours avant le cataclysme, mais que bon, rien ne presse, un bon petit tour à cheval s'imposait. On apprend aussi qu'en fait, le gros traître, c'est Icaris. Allez, ciao, bye. Je trouve ça plutôt couillu de transformer un personnage principal et emblématique de l'univers des Éternels en Judas, un peu comme Jim Phelps dans le film Mission Impossible, ce qui peut être ressenti par les fans comme une trahison par rapport à l'œuvre originale et... Ah merde, désolé, attention, je rentre dans la zone spoiler pour le film Mission Impossible. Attention spoiler, attention spoiler. Ah merde, trop tard. Puis bon, le film a 26 ans, il est majeur et vacciné, il a prescription. Phastos trouve une solution grâce à un bracelet que chacun portera qui permettra de concentrer l'énergie des Éternels pour ne former qu'un. l'Unimind, ce qui permettra à l'un d'entre eux d'exacerber son pouvoir, comme par exemple Druig qui pourra peut-être endormir Tiamat. Icaris révèle sa traîtrise, même si au regard du plan d'Arishem, c'est eux les traîtres, menace tout le groupe et s'en va en gagnant une alliée, Sprite. Mais on se doute bien qu'elle ne les trahit pas vraiment, et que ça fait partie du cliché de l'héroïne qui fait semblant de prendre parti pour le méchant, mais qui en fait joue les agents doubles pour... Ah non, elle a fait réellement pour enculer les gentils, j'ai rien dit. Kingo renonce à aider les éternels, arguant qu'Icaris est beaucoup trop fort et s'accordant sur son idéologie. Mais on sait très bien que ça trompe personne, c'est un super vieux poncif du personnage gentil secondaire qui fait genre je n'aide pas mais qui finira par revenir dans l'acte final pour donner le fatal blow ou le geste ultime qui aidera les héros à remporter contre... Attends, comment ça il revient pas? Il revient pas? Non, il ne revient vraiment pas. Ah d'accord, il s'absente carrément du troisième acte. C'est fin de tournage pour Kingo et son sidekick. Mais il servait à quoi ce perso? 3 petits tours et puis il s'en va. J'ai absolument rien contre casser les clichés, subvertir aux attentes des spectateurs, mais il faut quand même que ça ait un intérêt. Et là, que ça soit pour Sprite ou Kingo, c'est complètement inutile et inintéressant. Tout le monde finit par se friter la gueule au point d'émergence. Icaris bute Druig, l'occasion pour lui de montrer toute sa puissance, de prouver qu'il est le plus fort des éternels. Et que... Non, même pas. Le mec se fait marassaras d'éternel et il emmène pas large. Même le geek du groupe le tient en respect. L'intello qui bully le costaud de la classe. Le monde à l'envers. On nous fait tout un fois sur la puissance d'Icaris, comme quoi il peut gérer tout le groupe à lui tout seul. Mais c'est lui qui est en PLS. Marvel n'a jamais su respecter l'échelle de puissance des super-héros, mais là il y a vraiment exagération. Du coup c'est Cersei qui devra hériter du surplus de pouvoir via l'Unimind, mais se fait poignarder par Sprite. Tout semble perdu, mais tout à coup, Kingo intervient et... Non je déconne, il revient vraiment pas. C'est donc Druig qui intervient. Attends. Ça veut dire qu'Icaris n'a même pas été foutu de dézinguer le plus faible du groupe? Mais qu'est-ce que c'est que cet éternel en carton? Tiamat émerge du centre de la Terre, ce qui ne fout pas du tout la planète en l'air, c'est bien pratique, mais ça reste magnifique. Les éternels font l'Unimind, Sprite et Icaris compris, même s'ils ne portent pas de bracelet, mais bon, on n'est plus à ça près. Les gentils ont gagné, Icaris s'en va bouder définitivement dans le soleil, Cersei se sert de son reste de pouvoir pour rendre Sprite humaine, ce qui lui permettra de grandir et vieillir, comme ça elle arrêtera de chouiner. Mais pourquoi au lieu de m'enlever mes pouvoirs en me faisant devenir humaine, tu ne me fais pas tout simplement grandir? Tu te rappelles quand tu m'as poignardé il y a 5 minutes, Poufias? Oups, les éternels se séparent, mais Arishem ne le voit pas d'un bon oeil, lequel, j'en sais rien. Il kidnappe les éternels qui étaient restés sur Terre et, dans toute sa démesure, se contente seulement de donner un blâme. Non mais je vous jure, je pourrais détruire la Terre là tout de suite, mais je ne le ferai pas, parce que na. Voilà, je vous jure que je pourrais le faire. Et ça se termine par un caméo tout pourri d'Eros, incarné par Harry Styles de One Direction, qui s'avère être le frère de Thanos. Je vois la ressemblance en plissant bien les yeux. Voilà pour le résumé du film. Totalement bâclé, mais c'est à l'image du scénario, qui est complètement éclaté du slip. C'est bourré d'incohérence, de facilité, de procédés bien marveliens, comme foutre de l'humour après une scène dramatique pour désamorcer la tension, même si j'admets que c'est bien moins présent dans ce film. Le film fait 2h30 pour ne raconter pas grand chose, et développe de manière complètement bancale toutes les relations tissées entre les différents protagonistes. L'histoire d'amour principale entre Cersei et Icaris, je n'y crois pas une seconde, d'autant qu'elle démarre super mal. It's beautiful, isn't it? I'm Icarus.
I'm sassy. Attends, c'est quoi cette scène de drague toute moisie? La taille, elle est vachement jolie, hein. T'es bonne. Cersei n'est même pas foutue de se rappeler de la durée de sa relation avec Icaris. How long were you two together? 5,000 years. Sauf que c'est faux, parce qu'elle a démarré en moins 575 avant Jésus-Christ et qu'ils se sont séparés il y a un siècle, donc en 1920 environ. Ça fait donc 2500 ans. Les seules scènes intéressantes se trouvent à la toute fin, lorsqu'Icaris hésite à tuer Cersei et qu'on nous sort les flashbacks de leur amour passé. Et à ce stade du film, c'est déjà trop tard. Je m'en bats déjà les ovaires de leur couple. Rien ne pourra me faire changer d'avis sur... Attends, c'est quoi ça? Une scène de cul? Depuis quand ils font des scènes de cul chez Marvel? Mais ça change tout. C'est le meilleur Marvel du monde où on peut... Pardon, je m'égare. La relation entre Macquarie et Druig, on dirait un gros relou qui tente sa chance sans arrêt. Ça dégage exactement la même vibe qu'avec Pépé le Putois et Pénélope. Le couple Téna-Gilgamesh, on dirait plus une profonde amitié qu'une réelle histoire d'amour. Gilgamesh veillant sur Téna parce qu'elle souffre du Mad Weary. Concept intéressant où l'esprit d'un éternel peut s'effondrer sur le poids des trop nombreux souvenirs accumulés au cours des années. Qui ici se résume à dire que Téna a le disque dur le plus pourri du groupe, car incapable de se formater correctement. On voit trop peu d'interactions sentimentale entre les deux, ça ressemble plus à du respect mutuel qu'autre chose. Je t'aime. Je t'aime. En tant qu'ami. Non mais tu sais, c'est pas grave, hein. On reste en contact. Cersei et Dane face tous Eben, même combat. On nous met devant le fait accompli, c'est à peine développé, on s'en fout complètement. Sprite et Caris, inexistant. Téna et Crow, parce que oui, ce machin s'appelle Crow. J'ai dû regarder internet pour le savoir. Il a un arc qui aurait pu être intéressant, un déviant qui s'est développé à force d'absorber des éternels pour évoluer vers une forme supérieure, montrer que finalement déviants et éternels sont bien plus proches que chacun ne veuille l'admettre. Dans les comics, il a même une relation ambiguë avec Téna. Ils ont même fini par avoir des enfants ensemble. Et voilà comment c'est torché dans le film. Super. En fait, le meilleur couple, que je mets avec des gros guillemets de raptors, c'est en fin de compte Kingo et Karun, une bromance, tout ce qu'il y a de plus simple. On se retrouve donc avec des personnages totalement sacrifiés sur l'autel du développement, comme Macquarie dont on ne sait rien du tout. En vrai, on aurait pu se contenter de garder ces 4 heures, et dire que la réalisatrice voulait rajouter 3 autres éternels. Raconte déjà bien comme il faut les 10 présents, on en reparlera après. Tout le film tient sur le fait qu'Arishem a exposé ses grands dessins à une responsable, ce qui permet aux gentils de contrecarrer ses plans. C'est complètement naze, puisqu'il lui suffisait juste de fermer sa grande gueule. Pourquoi Arishem désigne le responsable pour connaître la vérité sur l'émergence? Ça ne sert à rien. Leur unique but est d'exterminer les déviants, et puis basta. Le reste, ils s'en foutent. D'autant qu'une fois la mission accomplie, les éternels sont censés avoir un reboot de leur mémoire. Donc aucun intérêt d'en savoir plus. Mec, tu as littéralement créé les éternels. Pourquoi tu te fais chier la bite à leur inventer une histoire avec leurs origines sur la planète Olympia et cacher le fait qu'ils sont des créations, alors que tu pourrais leur dire tout simplement ce qu'ils sont? C'est le gros problème de vouloir intégrer un maximum d'éléments venant des comics, tout en sachant que ça s'intègre très mal dans le scénario de film. Autre problème, mais cette fois c'est plus personnel, j'étais à fond pour HM moi. Rien à foutre de la Terre. Si ça peut nous débarrasser des humains et de TikTok, c'est win-win. Depuis quelques décennies, on nous fait des méchants qui ne sont plus méchants pour le plaisir d'être méchants, et c'est tant mieux. Ils ont maintenant de vraies motivations. Donc on a soit des antagonistes qui poursuivent le même but que les protagonistes, mais en utilisant des méthodes très discutables, soit comme le cas présent, un antagoniste avec des intentions beaucoup plus nobles, mais qui généralement rentre en contradiction avec celles des héros. Et les éternels étaient au courant que tuer Tiamat empêcherait le cycle de la vie de prospérer. C'est l'histoire de la vie. Mais rien à foutre, à part Icaris et Kingo, chacun refuse la perpétuation de la vie, condamnant à mort des générations et des générations, tout ça pour des motivations bassement individualistes, comme sauver leur plan cul du moment. Voilà, je suis attristé de voir que ce qui aurait largement mérité d'être une série pour pouvoir développer correctement tous les personnages et l'histoire, c'est vu être speedrunné en un film boiteux. J'ai vu 2 mantras s'affronter. D'un côté Marvel qui veut ramener le film sur Terre, en continuant de faire du Marvel, sans renouveler la formule, et de l'autre côté, une réalisatrice et son équipe qui ont essayé, en côtoyant souvent le merveilleux, d'élever un film Marvel vers des sommets jamais atteints, vers la lumière, quitte à s'en brûler les ailes. Ça y est, il est enfin mort, l'autre. Les Lannister te saluent bien, enfoiré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, abonner, clocher, commenter. Planquez-moi ça. Et je vous dis bisous et bonne bourre. Les déviants. Aïe, promis, j'arrête, aïe, ouille, aïe, aïe, mais ça brûle, il est dingue.